Bonjour, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, au féminin mécanique universelle. En général, il y a le lien sous les vidéos. Ce site, mon site, essaie de démontrer de façon pragmatique que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. Nous allons vers notre perfection, l'ensemble humain. Et en somme, si on prenait une image, ça serait l'image d'un fleuve, de plusieurs rivières, voilà, qui se rapprochent progressivement d'un fleuve, se fondent dans le fleuve jusqu'à aller rejoindre l'océan. Et donc retrouver son origine, son, sa, son principe créateur. Et les différentes rivières, ruisseaux, etc., qui se joignent dans le fleuve, ce sont les différentes euh, communautés humaines, les différents groupes humains qu'on pourrait imaginer séparés, mais en réalité, euh, ils travaillent tous à cette humanité. Ils apportent tous leur contribution, que ce soit la petite tribu en Amazonie qui vit actuellement et qu'on pourrait croire détaché un peu de ce travail pour l'humanité. Mais non, au contraire, ils travaillent autant que les autres, exactement au même niveau que les autres. Et c'est pareil pour tous les groupes humains qui constituent, que ce soit les Inuits, les Aborigènes, les Africains, les Européens, les Asiatiques, les Américains, etc. Nous travaillons tous, nous sommes en train de nous rejoindre et nous avons apporté chacun nos contributions à l'évolution. Ben, c'est la rencontre entre Claude Lévi-Strauss et les Guarani, ou je ne sais plus quelle tribu il est allé, avec qui il est allé vivre. Voilà, c'est la rencontre entre, comment s'appelait ce cinéaste qui est allé filmer euh, des rites traditionnels en Afrique, pas Roucas, mais ouais, je me souviens pas. Bon, bref, vous regarderez tout ça. Euh, qui ont apporté toute cette connaissance qui a été fondamentale pour l'espèce humaine. Mais ce n'est pas Claude Lévi-Strauss qui a créé tout ça. Claude Lévi-Strauss, c'est un des ouvriers avec les Guarani, avec cette tribu amazonienne, qui a constitué Triste Tropique et les autres ouvrages. Voilà. En fait, c'est le travail commun. Et c'est ça qu'apporte la vision atypique de mon esprit. Voilà. Parce qu'en plus, je dois préciser que cette façon de penser, elle émane d'un esprit autiste Asperger. C'est probablement mon cas de ma configuration psychique. J'ai fait quelques tests. C'est probablement la façon dont mon cerveau fonctionne. Et donc, ça me permet d'avoir une vision différente de la norme, en somme. La norme va porter son attention sur le travail de Claude Lévi-Strauss, qui est énorme, qui est important, qui est très important, bien entendu. J'enlève pas du tout son action, mais c'est le travail conjoint. Mon autisme me permet de comprendre que c'est le travail conjoint entre le, la pensée de Claude Lévi-Strauss et ce que lui ont apporté cette tribu amazonienne, ce que lui a donné, ce que lui a révélé, ce que lui a montré cette tribu amazonienne.
Et donc c'est les deux qui vont constituer ce qu'après de nombreux chercheurs ont utilisé pour leur réflexion, pour nourrir leur propre réflexion. Donc le travail qui a été constitué par Triste Tropique, le travail conjoint de Claude Lévi-Strauss et les Guarani se retrouve condensé dans Triste Tropique, qui va servir, et puis d'autres ouvrages, qui vont servir à la communauté des chercheurs, des penseurs, de réfléchir, d'améliorer, de contester, d'utiliser ce potentiel créatif pour en faire quelque chose d'un peu différent, etc. Et donc travailler pour l'humanité. C'est le travail conjoint du délinquant qui cherche à abuser de ses congénères tout en restant dans la légalité, et du législateur qui, ayant vu ce vide juridique dans une possibilité d'abuser autrui, va poser une loi, un nouvel interdit, une nouvelle condamnation pour ce type d'abus. Donc c'est bien le travail conjoint entre le délinquant qui cherche à des failles dans le droit et le législateur qui va compenser ces failles dans le droit, qui fait qu'aujourd'hui, quand on ouvre le code pénal, il y a des milliers d'articles. Ces milliers d'articles sont la conséquence à chaque fois de ce travail conjoint entre le délinquant et le législateur. Et pourtant, il n'y en a toujours qu'un qui reçoit les hommages. Ça va être le délinquant, il va être puni et des fois maltraité. C'est pourquoi, en fait, quand on prendra conscience de ce travail commun, bien sûr, on continuera à condamner le transgressant qui aura trouvé une voie, etc., qui permettra de faire évoluer. Il sera condamné, mais il sera respecté dans son propre activité. Il aura la conscience de ce qu'il réalise pour l'humanité. Par contre, il sera privé de liberté, etc., toutes les choses comme ça. Mais on lui offrira des conditions de détention favorables à la réinsertion, des conditions de détention dignes, respectueuses. On n'abusera pas de lui comme ça se passe aux États-Unis, où ceux qui se retrouvent en prison sont les nouveaux esclaves de la société. Parce que c'est des esprits tordus, c'est des pervers narcissiques qui créent ce type de loi, qui favorisent ce type de choses. Et ce sont des esprits qui sont à l'opposé de l'atypique, justement. Évidemment, puisqu'ils existent, ils ont leur vocation, ces esprits-là aussi. Mais en réalité, c'est les esprits qui sont à l'inverse de l'atypique. Voilà. Et donc, ça sera un jour condamné aussi. Ces êtres humains qui, pour l'instant, s'organisent pour capter toute l'attention, pour thésauriser les richesses, toutes les richesses, les richesses affectives, les richesses, etc. Et pour faire maltraiter, de l'autre côté, des êtres humains qui travaillent autant qu'eux à la création de l'humanité. Voilà. Donc on retrouve ça, on peut dire ça également du SDF qui mendie au coin d'une rue et du sociologue qui écrit sur le SDF. Eh bien, ils font un travail commun. Sauf qu'il n'y en a qu'un qui va recevoir les hommages, qui va être encensé dans une émission littéraire, etc., etc. C'est comme ça. Pour l'instant, c'est comme ça. Et quand on aura pris conscience de ce travail conjoint,
on changera, on passera sur un autre palier d'évolution. Et c'est là où l'importance de la pensée atypique est fondamentale, parce que même si ça se fait pas, ça fait longtemps que je parle de ça, ça fait 25 ans, 23 ans maintenant que j'ai développé ce type d'idée-là sur la mécanique universelle. Et évidemment, c'est pas encore pris en compte, c'est encore c'est encore invisible, plus ou moins, même s'il y a eu un nombre considérable de passages sur ce site. Mais c'est encore pas utilisé par la société. Mais il y a un moment où la société prendra ce genre de pensée, ce genre de vision atypique et le normalisera. Pour l'instant, c'est pas le cas. Voilà. Alors, parfois, pour démontrer cette théorie, je m'appuie sur des ouvrages, et là c'est la ça fera la quatrième vidéo, mais c'est la troisième vidéo de la journée, sur cet ouvrage de Giorgio Colli, La naissance de la philosophie. Alors, je lis, c'est une réflexion sur la source de la philosophie occidentale. Et je trouve que c'est vraiment... Je le découvre en même temps que je lis la plupart du temps. Là, par contre, je suis sur les premières... j'ai déjà lu le passage et j'ai annoté quelques endroits. Mais on voit à quel point l'importance de la pensée grecque, et à mon sens, justement, qui a un lien avec le côté atypique, la pensée grecque à cette époque-là. Et alors, lié avec la folie, la façon dont était perçue la folie, dont étaient perçues les différences, en somme, les différences de l'humain. Ils étaient, je pense, alors on n'a malheureusement pas de film et de preuves très fortes de la façon dont ils vivaient à cette époque-là, et à l'époque de Pythagore, et puis à l'époque des présocratiques. Voilà. Simplement, on sait que les expériences mystiques, les expériences extatiques étaient sans doute au cœur de la pensée, de la spiritualité et de la créativité philosophique. Bon, bref. Alors je recommence à lire et je commente éventuellement. Tel est l'arrière-plan du culte delphique d'Apollon. Un passage célèbre et décisif de Platon nous éclaire à ce propos. Il s'agit du discours sur la mania, sur la folie. La mania, la manie, la folie. C'est très intéressant parce que, par exemple, l'autisme Asperger, c'est une manie, au fond. La mécanique universelle, c'est le résultat d'une manie. Je suis tombé là-dedans il y a 23 ans sur une phrase qui a bouleversé complètement ma vie. J'ai écrit ça de façon intuitive. L'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et là, du jour au lendemain, j'ai eu sur l'instant une bouffée de chaleur, d'angoisse même, de découvrir cette phrase. Je ne m'étais jamais posé la question sur le sens sur l'évolution de l'humanité, où je me la posais peut-être, mais pas aussi directement. Là, d'un seul coup, ça a éclairé tout. Ça a éclairé ma présence sur cette planète, notre présence, nos présences dans l'humanité. Si l'humanité avait un sens, elle allait vers son ultime perfection. Donc tout était logique. Ça éclairait le bien, le mal, la guerre, les catastrophes, enfin tout. On comprenait tout grâce à cette pensée, à cette vision téléologique
l'étude des fins dernières de l'humanité. Et donc, d'un seul coup, c'était quelque chose de bouleversant. Et ça m'a bouleversé. Et j'ai arrêté toute affaire tenante du jour au lendemain, tout le reste, et j'ai plongé là-dedans. Ça, cette manie, cette fascination m'a sorti des autres fascinations qui étaient liées à l'incompréhension de la vie. La fascination pour l'alcool, en fait, c'était une manie. La manie de l'alcool, c'était parce que je comprenais rien et que j'étais perdu dans ce monde. Et je comprenais même pas ma place. J'étais inadapté au monde. Et pour m'adapter, il fallait que je trouve des astuces comme l'alcool, par exemple, pour essayer de rentrer dans les normes, de ressembler à, à tout le monde. Et donc, euh, dans cette, dans cette, euh, dans cette particularité, voilà, dont une des particularités de l'autisme Asperger viennent de se constater là, par exemple. Je viens de voir passer quelque chose au fond de la cour et voilà, ça a détourné complètement mon attention et je perds le fil du propos. Et ça, c'est nos esprits, cet esprit atypique fait que je peux être distrait et je perds complètement les pédales sur un truc. Bon, bref. Donc, la fascination pour cette phrase, pour vouloir expliquer cette phrase, à partir de là, j'ai voulu absolument comprendre, expliquer cette phrase. Donc, j'ai commencé à écrire et à tourner tout autour de cette phrase pour la circonscrire. Si l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, pourquoi il y a le mal? Qu'est-ce que c'est que l'évolution? Est-ce que, etc. Est-ce que tout est écrit ou est-ce qu'il y a du divin? Est-ce qu'il n'y a pas du divin? Qu'est-ce que c'est que l'amour? Pourquoi il y a cet amour qui est là, etc., etc. Bref. Et donc, cette puissance qui était exactement ma nature. Là, ça a éclairé complètement et ça rentrait dans ma nature. Ma nature est une nature de chercheur. J'ai besoin de comprendre, d'éclairer, je suis comme ça. Alors c'est un problème pour tout un tas de choses de la vie ordinaire. Ce besoin de comprendre fait que les relations, par exemple amoureuses, c'est une catastrophe parce que j'ai besoin de tout expliquer. J'arrive pas à comprendre les sous-entendus. J'arrive pas à, voilà, il faut qu'on me dise les choses clairement. Et ça marche pas avec l'érotisme. Ça marche pas avec avec le désir, avec toutes ces choses qui doivent rester un peu cachées, etc. Eh ben, c'est un handicap. Voilà, par exemple. C'est un handicap pour jouer le jeu dans la vie courante. On a besoin que tout soit éclairé, que ça soit mis en lumière, etc. Bon. Et en même temps, c'est un avantage inouï pour la philosophie, pour la recherche, pour toutes ces choses-là. Et donc je suis rentré dans la manie de vouloir comprendre tout ce que voulait dire cette phrase. Et ça a donné la mécanique universelle, 1000 pages, 2000 vidéos, des phrases à n'en plus finir sur Twitter, etc. etc. Bref, ça a donné cette œuvre, parce qu'il faut en parler comme ça, même si c'est mal écrit, mal formulé, c'est une œuvre réalisée. Et ça m'a sorti, cette manie de la philosophie m'a sorti de la manie de l'alcool, même si j'ai continué à pratiquer parce que, évidemment, les années d'alcool avaient fait une addiction
puissante dans cette chose-là. Mais j'ai pu le gérer complètement, correctement, sans plus jamais boire de façon à me détruire avec l'instinct de l'autodestruction. C'était une boisson juste, on pourrait dire, un soin, c'était pour utiliser un peu comme antidépresseur, ou comme, voilà, et de façon un peu, comment on dit, pas allopathique, mais l'autre, bon bref, à petite dose, voilà. Et donc, la mania, je reviens sur le truc. Il s'agit du discours, donc dans ce passage célèbre de Platon, il s'agit du discours sur la mania, sur la folie, que Socrate développe dans le Phèdre. Alors ça, il faut que je le lise, le Phèdre, parce que peut-être je l'ai lu, je ne me rappelle pas, mais je fais toujours référence au banquet, qui est pour moi la conscience de l'évolution vers l'amour supérieur, vers la montée de l'amour, vers l'amour supérieur, donc ce que je dis est pour l'humanité. L'humanité va vers son ultime perfection, c'est vers l'amour de Diotime, l'amour dont parle Diotime dans le banquet de Platon, l'amour absolu, l'amour pas, qui est au-delà du désir, au-delà de toutes ces... de tout cela. Donc, dans le Phèdre, que Socrate développe dans le Phèdre. Dès le début, le délire est opposé à la modération. Donc, dans le Phèdre, apparemment, c'est ça. Le délire est opposé à la modération. D'un côté, il y a la modération, donc la norme, et puis il y a le délire. Et donc, dès le début, le délire est opposé à la modération, au contrôle de soi. Et dans une inversion paradoxale, pour nous modernes, il exalte la première comme étant supérieure et divine. Et c'est là où je trouve que ces philosophes-là, tous ces profs de philo, tous ces écrivains, ces philosophes comme Giorgio Colli, comprennent toutes la profondeur de la pensée. C'est quelque chose qui est inouï pour moi. Et c'est ce que j'ai remarqué quand j'allais suivre quelques cours à la fac en auditeur libre. J'écoutais ces profs de philo, ils ont une conscience mais absolue. Et pourtant, quand je parlais avec eux de l'extase, par exemple, il y avait quelque chose qui était... On était dans un monde... C'était il y a 20 ans, hein, donc on était dans une pensée... matérialiste encore. Et donc, les profs de philo avaient cette vision comme ça. Même s'ils parlaient de mystique, quand ils parlaient de Socrate, quand ils parlaient de... Oui, ils pouvaient parler de Platon, de Socrate, en écartant l'idée du divin, en écartant l'idée du mystique, en écartant l'idée de l'extase. Ils pouvaient parler de Spinoza en écartant cette idée-là. Comme si au fond c'était un matérialiste comme de notre époque. Ça n'a rien à voir. Tous les grands philosophes sont des grands mystiques. C'est clair, à mon sens. On ne peut pas échapper à l'idée du divin. Et on ne peut pas échapper à l'histoire de la philosophie. Donc un philosophe actuel qui s'intéresse vraiment à Spinoza comprend que la puissance qu'il y a dans Spinoza au niveau de la voilà, bon, ça sonne, mais je ne sais pas ce que c'est. Voilà, donc il y a cette idée-là. Donc, il exalte la première, donc il exalte la mania par rapport à la modération comme étant supérieure et divine. Donc, il y a une compréhension, à mon sens, il y a une compréhension de l'atypisme. De justement cette mania de vouloir
à tout prix creuser, ben, c'est Socrate, hein, c'est son... Et on a dû se moquer de lui, mais pourquoi tu t'intéresses qu'à ça? Pourquoi tu... Voilà, tu as tout devant toi, tu as maintenant la célébrité, tu pourrais t'amuser avec tous les jeunes du truc, puisque c'était un de tes centres d'intérêt, etc., ou quoi que ce soit. Ou éviter la mort, par exemple, pour aller encore vivre. Donc, non, il y a quelque chose qui est supérieur là-dedans, derrière, dans la manière. Et il y a une conscience inouïe à cette époque-là, déjà, parce qu'ils voient, ils ne sont pas encombrés comme nous par le matériel, donc ils sont dans une conscience profonde des choses. Et c'est ce qui fait que les mythes sont d'une puissance. Le mythe de Narcisse, c'est hallucinant d'intelligence. Le mythe du Minotaure, c'est hallucinant de compréhension de l'âme du narcissique. C'est vraiment, c'est le, le labyrinthe, c'est le labyrinthe mental du narcissique. Et le fil que tend Ariane à Thésée pour aller jusqu'à là-bas, pour ne pas se perdre dans ces méandres, fait qu'il va découvrir la logique du narcissique et du Minotaure. Et il va pouvoir le tuer. Et ça, moi, j'ai vécu une expérience exactement comme ça. Une de mes compagnes, son ex, était voilà, il était dans la psychologie du narcissique. Et en fait, elle m'a donné les clés pour comprendre ce qu'était le narcissisme. Pour savoir tout ce que, quand elle me racontait, moi ça m'intéressait, je lui posais des questions, etc. Je voulais comprendre comment fonctionnait cet état d'esprit. Et elle m'expliquait l'état d'esprit de cet homme-là. Et en fait, ça m'a permis de développer toute une partie de la mécanique universelle qui s'intéresse à la psychologie du narcissisme et qu'on retrouve aujourd'hui dans le néolibéralisme, qu'on retrouve chez certains dominants, etc., etc. Donc ça a été majeur pour la mécanique universelle dans cette chose-là. Et ce mythe, il est inouï en fait. Parce que, voilà, et pourtant, il vient d'avant même la philosophie, d'avant ce type de pensée. Donc il y a quelque chose qui est, et ça c'est la créativité, à mon sens, des atypiques. Donc là, la manie était supérieure et divine. Donc il y a une compréhension du fait que c'est divin derrière, qu'il y a du divin dans la créativité qu'on pourrait dire de l'atypisme. Le texte dit: les plus grands parmi les biens parviennent jusqu'à nous par l'intermédiaire de la folie, qui est considérée comme un don divin. Voilà, ça c'est quand même, ça explique tout évidemment. Et c'est ce qui fait que l'humanité évolue par cette folie, par l'atypisme. L'atypique, la folie, c'est l'atypique. Il n'est pas dans la norme, c'est tout. Il est atypique et on finira par les appeler les atypiques et pas les faux. C'est parce que c'est autre chose, ils apportent quelque chose à l'humanité. En effet, la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone, alors qu'elles étaient possédées par la folie, ont procuré à la Grèce de grandes et belles choses, aussi bien aux individus qu'à la communauté. Voilà, ils étaient conscients de ça. Aujourd'hui, quelqu'un comme moi, par exemple, et il y en a des milliers, s'il y a 3%, admettons 2% d'autisme Asperger qui sont dans la création, dans la créativité, ou 1%
qui sont liés à ça, la plupart sont ignorés par la société. Et il n'y a pas, la société s'intéresse même pas du tout à un travail, à notre façon de penser. Il n'y a rien qui fait qu'on va pouvoir aller chercher, utiliser tout ce potentiel. Il est absolument pas utilisé. Dans 50 ans, on regardera ça comme, voilà, comme on peut dire, comme on peut trouver vraiment euh, idiot le fait que, que, par exemple, Vincent Van Gogh ait été ignoré de son vivant. Et un grand nombre d'artistes sont passés comme ça, ont dû passer dans ce silence. Sauf que si c'est comme ça que ça se résout, si c'est comme ça que ça se réalise, c'est comme ça que ça doit se réaliser. Par exemple, pour les atypiques, pour moi qui suis dans cette configuration, je pense, autiste Asperger, eh bien, le fait d'être négligé par la société est une bénédiction. Parce que le bruit, le vacarme, les tiraillements que ça qu'engendrerait le fait d'être mis en lumière, par exemple, serait insupportable pour moi. Je ne suis pas apte à vivre sereinement la moindre parcelle de célébrité. C'est quelque chose c'est une hantise pour moi. Donc, tout est parfait dans le meilleur des mondes, mais c'est simplement pour dire que la différence aujourd'hui, le potentiel qu'on perd, il est inouï. Parce qu'on pourrait apprendre ce potentiel tout en comprenant, il faut d'abord comprendre la psychologie de l'autiste Asperger, savoir que on ne peut pas aller le prendre et le mettre comme ça directement en lumière, il y a tout un tas de protocoles, ça commence à être fait, il y a un autiste qui est pris dans une émission de télévision, il me semble que malheureusement je ne regarde pas suffisamment tous ces trucs-là, mais qui est pris par Ruquier, je crois, dans une émission. Et donc voilà, et avec avec les égards particuliers qu'il faut à telle personne, chacun a besoin de telle façon de l'aborder, etc. Donc on commence à prendre conscience de ça, on commence à prendre conscience du travail, par exemple, de Greta Thunberg, de cette façon de pouvoir, de l'intérêt qu'il y a à pouvoir dire les choses spontanément, sans filtre, sans rien, et voilà, sans tous les barrages du typique, du système typique. Voilà, le système typique n'est pas, n'est pas bon. Alors, je continue. Aussi bien. Donc, en effet, la prophétesse de Delphes et les prêtresses de Dodone, alors qu'elles étaient possédées par la folie, ont procuré à la Grèce de grandes et belles choses, aussi bien aux individus qu'à la communauté. Le lien entre la mania et Apollon est donc bien mis en évidence dès le commencement. On distingue ensuite 4 sortes de folie: prophétique, mystérique, poétique et érotique. Les 2 dernières étant des variantes des 2 premières. La folie prophétique et la folie mystérique sont inspirées par Apollon ou par Dionysios, même si ce dernier n'est pas nommé par Platon. Voilà. Alors, après, je vais sauter et j'arrive juste à la fin, en conclusion. Si une recherche des origines de la sagesse dans la Grèce archaïque nous pousse dans la direction de l'oracle delphique, de la signification complexe du dieu Apollon, la mania se présente à nous comme encore plus primordiale, comme fond du phénomène
de la divination. Voilà. Donc il y a cette conscience, et c'est en lien avec les 3 vidéos qui sont passées précédentes. La divination, c'est ce qui est à l'origine de l'idée de Dieu, par exemple. Aussi, entre autres, c'est par cet atypisme, ce sont ces atypiques, ces chamans, et c'est pas pour rien que j'écrivais de façon spontanée, bien avant de comprendre tout ça. J'écrivais, le néolibéralisme est en train de tue ces chamans. Il tue les chamans de sa société. Et en fait, je ne comprenais pas, je l'avais écrit ça, j'avais bien compris ce que je voulais dire à travers ça, c'est qu'il maltraite tous les hypersensibles. Les hypersensibles, ils n'ont pas de choix dans ce néolibéralisme, dans ce monde tel qu'il est. Il faut que soit ils plongent dans la drogue, dans l'alcool, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde aussi violent, aussi indifférent, aussi cruel. On le voit, on est au spectacle devant ce truc-là. Il nous arrache le cœur, il nous arrache la peau, il nous met à vif. Et donc on n'a pas d'autre moyen que de sombrer soit dans la folie, soit dans la dépression, soit dans toutes les souffrances qui sont liées à l'atypisme. L'anorexie, la boulimie. Aux États-Unis, quand on voit, c'est l'image même de la destruction de tous les chamans, de tous les hypersensibles de la société, de tout. En fait, ils sont éjectés du système. Et qu'est-ce que fait la société? Elle les envoie dans la dépendance en direct. Il n'y a même pas de soins. C'est l'épidémie de cette drogue-là qui est distribuée aux États-Unis comme ça et qui fait qu'il y a un nombre mais hallucinant de gens qui tombent dans la dépendance, et sans compter ceux qui tombent dans la rue, sans compter, enfin bref, il y a on est devant un système ultra cruel, le néolibéralisme est ultra cruel, et on n'arrive pas à en sortir. Ils sont encore à la manœuvre, les dominants de ce système néolibéral, et c'est pour ça que c'est une bénédiction que la femme qui a eu la Palme d'Or à Cannes a interpellé le gouvernement en disant « vous êtes dans le néolibéralisme » et c'est une insulte, en gros, parce que c'est comme ça que c'est pensé, c'est de la cruauté pure, le néolibéralisme. Donc, et c'est pas pour rien que je lutte depuis 23 ans contre cette évolution de l'humanité. Voilà. Et donc, du coup, à la fin, ça finit par la folie et la matrice de la sagesse pour cette période de la naissance de la philosophie. La folie est la matrice de la sagesse. Eh bien, dans mon expérience, j'en suis complètement conscient. Parce qu'en fait, la mécanique universelle, ça naît de la folie. Et c'est quelque chose qui ne traite que de sagesse, en réalité. Voilà. Voilà, mes chers amis. Et puis, je vous dis à bientôt. N'oubliez pas, si vous êtes arrivés jusqu'à là, et de mettre un petit pouce, tiens. Si vous entendez ça, ça veut dire que vous avez résisté 39 minutes et 20 secondes à cette élucubration. Voilà. Merci à vous et puis à très bientôt et puis soyez heureux. Voilà.